Et c'est bon. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir proposé ce moment de parole. Alors c'est un regard croisé entre moi-même et moi-même. Je voudrais commencer par saluer toutes les personnes que je connais dans cette salle, en particulier ma chère collègue du CSA, Nathalie Sonac. Je voudrais commencer, j'ai entendu des choses hyper intéressantes, donc je vais un peu modifier ce que j'avais prévu de dire, mais je voudrais quand même commencer par mon point de départ, qui est que je suis souvent triste. J'ai pas l'air comme ça. Mais je suis souvent triste, et parfois même meurtri, de voir les oppositions, très souvent factices et infondées, entre le monde des télécoms, le monde de l'audiovisuel, entre le monde de la création et le monde du numérique. Ma page Facebook, je ne vais pas faire de publicité à Facebook, était à feu et à sang ces dernières semaines avec l'adoption, le vote au Parlement de la directive copyright. Entre la plupart de mes amis défenseurs de la liberté sur Internet et l'autre plupart de mes amis qui, bien évidemment, tenaient à la création, à la capacité d'informer. Et de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire cohabiter de manière heureuse la liberté d'informer, la liberté de créer et la liberté d'expression, excusez-moi, mais ça me rend très triste. Un deuxième exemple qui me rend vraiment là particulièrement triste, parce que ça concerne le secteur des télécoms plus particulièrement, c'est la question de la neutralité du net. Lorsqu'il y a eu un groupe de parlementaires, avec notamment Paula Forteza, qui a proposé l'inscription dans la Constitution d'un certain nombre de principes de liberté numérique, dont la neutralité du net, des voix se sont élevées pour dire que cette neutralité du net serait dangereuse pour la protection du droit d'auteur, serait dangereuse pour la liberté de création. Évidemment, pour nous, régulateurs des télécoms, qui faisons respecter cette neutralité du net, qui est garante d'une liberté d'innover, d'une liberté d'expression, d'une liberté de création sur Internet, c'est évidemment un débat qui ne peut que nous meurtrir. Et lorsque de grands acteurs, certains de l'audiovisuel, d'autres des télécoms, se chamaillent sur qui va payer qui pour la diffusion des chaînes en prenant en otage les téléspectateurs, eh bien là aussi mon cœur est meurtri. J'ai un petit peu le sentiment, parfois, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron, parfois, compare les Français aux Gaulois. C'est pas le premier président de la République d'ailleurs, Jacques Chirac l'avait déjà fait, peut-être d'autres avant. Et moi ça me fait un peu penser à cet automatique, c'est ordre alphabétique, je m'excuse, on a les références qu'on peut. Le forgeron et le poissonnier du village gaulois qui passent leur temps à se taper dessus. Et à la fin, on ne sait plus trop pourquoi. C'est presque devenu rituel. Alors, on peut s'en amuser, mais pendant ce temps-là, les Romains s'organisent. Les Romains ont construit leurs empires. Les Gapha, les Batix. Les Romains ont levé leurs légions. La multitude. Les consommateurs. Vos consommateurs. Et je serais vraiment encore plus meurtri si cette chamaillerie signifiait in fine un affaiblissement dans cette révolution numérique. C'est pourquoi j'ai voulu avoir ces quelques minutes de parole sur le thème « Tout ce que nous gagnerons à réconcilier les télécoms et l'audiovisuel et plus largement la création et le numérique ». Il est évident que la création et les tuyaux sont en synergie positive. Plus il y a de tuyaux, plus il y a de canaux de diffusion, plus il y a de création, plus il y a de contenu, et donc d'attrait pour les réseaux. Mais je ne veux pas être naïf, on sait aussi qu'il y a des dangers. Si l'une des deux parties devient trop forte, trop importante, elle peut écraser l'autre. Mais je crois que par le passé, on a su résoudre ça. Ça a un nom. Ça s'appelle l'exception culturelle. Lorsque on dit, au sortir de la guerre, que toute la presse doit avoir accès au réseau de distribution et au réseau de kiosques. Lorsque, dans les années 80, on dit que le prix d'un livre doit être le même partout pour permettre aux petits éditeurs d'exister, pour permettre aux petits libraires d'exister. Lorsque, dans les mêmes années 80, on décide que les chaînes hertziennes vont couvrir la quasi-intégralité de la population et s'engager pour la création, c'est l'exception culturelle. On a su trouver ces solutions par le passé, conjuguer le pluralisme et l'universalité de l'accès. Mais
Je pose de manière faussement naïve la question. Sommes-nous les simples dépositaires de ces modèles pensés avant Internet ? Ce que je vous propose, c'est plutôt que nous explorions ensemble de nouvelles exceptions culturelles pour faire face à la révolution numérique. Révolution qui est essentiellement positive. On a entendu quand même des choses très positives en début d'après-midi sur le développement du lectorat, le développement des formats, le développement de la consommation. Et donc, cette révolution, elle est fondamentalement positive. Et donc, d'une certaine manière, je m'excuse de faire des mauvais jeux de mots par rapport à ça, ce à quoi je vous invite, c'est d'épouser le nouveau monde. Alors, la première exception culturelle que je vous propose, je vais l'appeler numéro 0, parce qu'elle existe déjà. C'est la neutralité du net. La neutralité du net, c'est le principe que Internet ne doit pas avoir de point de contrôle, que tout le monde peut mettre son contenu sur Internet, peut participer à Internet, peut consulter Internet, sans que personne ne contrôle. On appelle ça l'innovation sans permission. C'est la loi Bichet d'Internet. Et donc je crois qu'il faut se rappeler que cette neutralité du net est une forme d'exception culturelle. Donc je l'appelle exception culturelle 0. Et je suis ravi que l'Europe ait un engagement très fort pour la neutralité du net, contrairement aux États-Unis, et que d'autres grandes nations soient au soutien de l'Europe sur ce sujet, notamment le Canada et l'Inde. Et je me rendrai en Amérique du Sud dans les prochaines semaines, où j'aurai l'occasion d'échanger avec des régulateurs d'Amérique du Sud qui sont également très engagés sur la neutralité du net. Je passe à l'exception culturelle d'après. L'exception culturelle d'après, elle concerne plus directement l'audiovisuel. Comment est-ce que dans un monde multicanaux, dans lequel la TNT, en tant que réseau de diffusion, ne représente plus qu'une part minoritaire de l'accès, comment est-ce qu'on maintient ce principe de pluralisme et d'universalité ? Là-dessus, l'ARCEP a fait 2 propositions très concrètes qui sont dans un document qui a été rendu public hier, proposition numéro 1 et proposition numéro 2. Alors je sais que dès que je parle de TNT, les gens commencent à se stresser. Parce que c'est toujours c'est automatique, c'est ordre alphabétique. C'est-à-dire que comme je suis un télécomien, quand je parle audiovisuel, vous croyez que je vais être méchant. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'essaye de porter le regard du bon docteur. Le regard du docteur, est-ce que c'est de mentir à son malade ? Je crois pas. Alors, c'est vrai. Peut-être que... Est-ce qu'ils sont malades ? Peut-être qu'il faut accompagner, faire boire une petite prune avant de donner les mauvaises nouvelles, etc. Mais je crois qu'on a d'abord un devoir de vérité. Et j'ai entendu certaines personnes dire que j'étais sorti de mon rôle en prenant un certain nombre de positions. Je crois au contraire que c'est l'intime responsabilité du régulateur des tuyaux, qui régule en particulier le marché de la télédiffusion, d'interpeller sur l'avenir de cette plateforme, d'interpeller à la fois les acteurs qui sont susceptibles d'investir dans cette plateforme et les acteurs qui sont susceptibles de l'utiliser. Et donc, je maintiens le fait que c'est de notre responsabilité d'interpeller, même si nous n'avons pas toutes les responsabilités en main. En tout cas, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Et donc, les 2 propositions que nous faisons de manière concrète, alors contrairement à ce qui a beaucoup été dit, nous ne proposons pas particulièrement d'accélérer l'extinction de la TNT. D'ailleurs, je rappelle que l'extinction de la TNT n'est pas programmée, donc on ne pourrait pas demander l'accélération de quelque chose qui n'existe pas. Simplement, ce que nous proposons, c'est premièrement d'apporter davantage de flexibilité aux chaînes, qu'elles aient plus de choix sur les canaux qu'elles utilisent, notamment dans les zones rurales. Parfois, c'est peut-être plus efficace de passer par le satellite ou par d'autres réseaux. Et puis, à terme, bien sûr, se posera la question de la fibre, de la 5G qui ont été mentionnées tout à l'heure. Et deuxièmement, nous proposons un mécanisme qui permette une meilleure cohabitation entre les fournisseurs d'accès à Internet et les éditeurs de télévision. Mais je ne rentre pas dans les détails, je renvoie à nos propositions. Ce que nous proposons, c'est une alternative à la loi du plus fort, que nous avons vu fonctionner ces derniers temps, avec un système qui soit accompagné et qui permette de garantir l'universalité d'accès de ces chaînes. Au fond, ce qui se passe, c'est un peu la même chose que dans la presse. Je m'excuse, je suis long, mais il se trouve qu'il y a une discussion en ce moment suite au rapport de Marc Schwartz qui consiste à changer la régulation du système de distribution de la presse. Et il se trouve que
l'ARCEP pourrait être le futur régulateur de ce système, tout ça est à confirmer. Mais quelle est la philosophie sous-jacente ? La philosophie, c'est que l'enjeu, c'est plus le contrôle du réseau. Est-ce que vous pensez sérieusement que la presse a gagné à contrôler son réseau ? Donc l'enjeu, c'est d'inventer des régulations qui vont permettre l'universalité d'accès au réseau, sans nécessairement qu'il y ait identité entre celui qui utilise le réseau et celui qui possède le réseau. Et c'est un peu ce que nous disons sur la TNT. Ça ne veut pas dire que la TNT est morte, ça veut juste dire qu'il faut se préparer au fait qu'elle va occuper une place parmi d'autres. Et que dans ce cadre-là, il faut maintenir les principes qui nous sont chers, le pluralisme et l'universalité. J'en termine avec la dernière proposition, mais je pense qu'on y reviendra. Donc juste, je lance le mot-clé. Notre dernière proposition, c'est celle que nous avons déjà faite dans le cadre d'un rapport rendu en février dernier, qui est de prolonger le principe de neutralité du net pour y inclure les terminaux, les smartphones, les écrans connectés, les assistants vocaux, les enceintes connectées en particulier, qui vont être les nouveaux intermédiaires par lesquels vont passer les médias. Voilà, j'ai déjà été trop long. Je vous remercie de votre attention. Merci. Docteur Sébastien et Mister Soriano, si je comprends bien. Récemment, vous déclariez dans l'Alternative économique qu'il fallait prendre la Bastille du numérique. Ça veut dire quoi, que vous voulez être le Robespierre des GAFA ? Alors j'ai plutôt parlé de Robin des Bois dans une autre interview. Je pense que l'enjeu, c'est de revenir un petit peu aux fondamentaux d'Internet. Internet, la promesse initiale, c'est de dire il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle parce que l'intelligence est aux extrémités. Et ce sont les extrémités qui vont faire toute cette puissance d'innovation. Et c'est cette absence de contrôle qui a permis l'Internet 1.0, l'Internet 2.0. Ce qui se passe, c'est que maintenant qu'il y a des acteurs qui ont commencé à s'installer à des carrefours d'audience, ces fameuses plateformes, ils ont, par ce qu'on appelle des effets de réseau, qui fait que plus on a de clients, plus on a de clients, ils ont des situations qui sont devenues très difficiles à challenger, et donc ils sont devenus les nouveaux arbitres, les nouveaux maîtres de cet Internet. Et donc la proposition que nous faisons, c'est de penser une régulation de type infrastructure. Disons-nous, ces acteurs sont les infrastructures du XXIe siècle, comme les ponts, comme les routes, comme les réseaux télécoms, et inventons les régulations qui ne seront évidemment pas les mêmes qu'au XXe siècle, parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout la même histoire, mais inventons les régulations qui permettent de s'assurer que ces acteurs se développent dans le sens du bien commun, et du fait que le pouvoir qu'elles ont acquis, qu'on essaye de le redistribuer à tous au maximum. Alors, votre avis à l'autorité de la concurrence, publié hier, qui a fait quand même un peu de bruit, vous dites, voilà, c'est ça, en fait, ce qu'il va falloir réguler, c'est l'accès de tout le monde aux infrastructures, et ces infrastructures. Alors, vous avez dit réguler les terminaux, on n'a peut-être pas très bien compris. On a compris dans le cadre des enceintes connectées, puisqu'on a vu ces quelques acteurs, et ils ont le choix de l'accès, et personne ne leur... si on est déréférencé d'un Alexa ou d'un Google Home ou d'un HomePod, on peut se retourner vers personne. L'idée, c'est que, d'après ce que j'ai compris, votre régulation évoluerait davantage vers le fait d'accéder et de garantir un libre accès à tout le monde ? Absolument. À partir du moment où un objet se connecte à Internet, il fait partie d'Internet. Voilà. Et donc, il doit obéir à un principe d'Internet ouvert qui signifie dans les réseaux la neutralité des réseaux et qui, dans les terminaux, nécessite une forme de contrôle. Alors, quelle est cette forme de contrôle que nous proposons ? Donc, ça veut dire tout ce qui a un OS attaché à un hardware. Excusez-moi d'être un peu technique. Donc, ça veut dire un smartphone, ça veut dire une enceinte connectée, ça veut dire un téléviseur connecté. Une voiture aussi, non ? Absolument, une voiture connectée. Et ce que nous proposons dans cette configuration, c'est un principe de liberté de choix. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui doit pouvoir choisir les contenus et les applications de son choix qui tournent sur l'OS. Donc ça veut dire très concrètement, moi on m'a offert une enceinte connectée très récemment, je ne vais pas dire la marque, il se trouve que j'ai voulu connecter mon service de musique dessus. Manque de peau, il n'était pas dans les choix possibles. Eh ben, j'ai changé de service de musique. Voilà. Et ça, il y a des fois ça peut être justifié. Il peut y avoir des enjeux de sécurité, des enjeux d'ergonomie. Il ne s'agit pas d'être absolutiste. C'est comme la neutralité du net. Dans la neutralité du net, les exceptions sont possibles, mais elles doivent être justifiées. Et il y a un gendarme qui vérifie que, effectivement, c'est justifié. C'est ça que nous proposons. Et alors, comment est-ce que vous voyez, parce qu'aux États-Unis, cette neutralité du net que vous défendez bec et ongle a été remise en cause.
a été supprimée. La Californie a essayé de la remettre, mais enfin c'est un peu compliqué de faire ça même dans un système fédéral. Votre premier combat, ça ne serait pas de continuer de défendre cette neutralité du net envers et tout? C'est ce que je fais, je le fais sans doute pas assez. Mais lorsque mon collègue Ajit Pai a voulu supprimer la neutralité du net, je me suis quand même fendu d'une tribune aux États-Unis pour dire tout le mal que je pensais, en tout cas des arguments qu'il utilisait pour faire ça, que je trouvais tout à fait de mauvaise foi. Je rappelle que l'argument principal des États-Unis, c'est de vous dire que la neutralité du net est mauvaise pour l'investissement dans les réseaux. En France, je rappelle que nous avons la neutralité du net depuis 2015, qu'elle est en œuvre depuis 2016 et que nous la faisons respecter donc depuis 2 ans. Sur les 3 dernières années, l'investissement dans les réseaux télécoms a augmenté de 37%. Il est passé de 7 milliards à 9,6 milliards. Et nous avons bon espoir que ce niveau se maintienne encore, au moins pendant un certain temps. Donc il y a certains arguments qui étaient fallacieux et je les ai dénoncés. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que nous ayons une stratégie d'alliance entre pays qui sont défenseurs de la neutralité du net. Nous avons passé un accord de coopération avec la TRAI, le régulateur indien, et nous avons même signé une joint position, un document dans lequel nous adoptons une définition commune de la neutralité du net. Et nous avons signé un mémorandum de coopération avec le régulateur canadien. Et comme je le disais, je vais me tourner maintenant vers l'Amérique du Sud, parce que je crois que ces coopérations permettent, excusez-moi du terme, d'isoler un peu plus, effectivement, les États-Unis, qui sont le contre-exemple. Alors, grande convergence des contenus, grande convergence des usages. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire une grande convergence des régulateurs? Avoir un régulateur de la régulation, un supra-régulateur comme le proposait Jean-Pierre Leleux tout à l'heure? Un régulateur de la régulation, a priori, c'est le Parlement. Ouais. Écoutez, moi, sur ce sujet, on peut dire tout et son contraire. Ce que j'ai regretté jusqu'à présent, c'est que cette question soit posée hors sol. À chaque fois, on disait, faut-il fusionner l'ARCEP et le CSA? Mais d'accord, mais pourquoi faire? Bon. Et donc, je me réjouis qu'on ait, me semble-t-il, pour la première fois, un travail de réflexion approfondie sur la régulation et le numérique. Donc, je parle ici des États généraux du numérique qui ont été lancés par Mounir Majoubi en juillet dernier. Alors, c'est un petit peu passé sous le radar parce que pour l'instant, ce sont les administrations qui travaillent, mais il y a une consultation qui a été lancée par le Conseil national du numérique. Et je peux vous dire que ça phosphore sec. Et que j'ai bon espoir qu'on ait une vision de la régulation qui dépasse les différents silos des régulateurs et des régulations pour avoir une vision d'ensemble qui puisse se porter. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des institutions? C'est vraiment aux politiques de designer les institutions, c'est pas à moi de le dire. Ce que j'ai déjà dit sur le sujet, c'est que s'il y a un projet, eh bien, nous nous exprimerons pour dire si on pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée, et le cas échéant, quelle est la meilleure manière de le faire. Mais concrètement, aujourd'hui, on a vu un cas concret au printemps dernier, TF1 qui avait maille à partie avec les distributeurs, dont les télécoms, on va citer Orange, mais enfin c'était avec tout le monde, et Canal aussi. Et aucun des régulateurs n'est intervenu. Donc vous estimez que s'il y a un problème entre TF1 et Orange, il faut s'adresser à qui? Et si on a un problème futur entre, je vais dire une bêtise, mais M6 et Amazon, Alexa, on s'adresse à qui? Absolument, c'est complètement le sujet. Donc la proposition que nous faisons dans cet avis, c'est que effectivement nous proposons d'attribuer une compétence de règlement de différend entre les chaînes et les FAI et entre les acteurs des contenus et les terminaux. Donc après, à qui c'est attribué, encore une fois, c'est une question secondaire. Mais ce qui compte, c'est que quelqu'un soit responsable, qu'il y ait un gendarme dans la pièce. Et donc la mécanique que nous proposons, c'est celle du règlement de différend, c'est-à-dire de définir des principes assez larges, accès dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, quelque chose de suffisamment générique, permettant l'accès de tous dans des bonnes conditions, quelque chose de général. Et ensuite que ce soit un jugement au cas par cas. C'est ce que nous faisons dans les télécoms depuis 20 ans. Ça marche très, très bien. Quand nous sommes saisis par 2 opérateurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, nous tranchons en 4 mois, c'est pas mal quand même, tranchons en 4 mois, c'est une décision qui a l'autorité de la chose décidée, donc après évidemment on peut faire recours mais c'est non suspensif, et nous fixons les conditions techniques et les conditions financières. Et ça a permis de débloquer un nombre considérable de situations. Et donc je crois beaucoup à cette vision pragmatique et cas par cas. Je me trompe peut-être, mais le processus du règlement différent existe déjà, il est attribué au CSA, entre un éditeur de chaîne et un distributeur? Non? Écoutez, je crois que le périmètre de ce pouvoir est soumis. Nous sommes intervenus en
Pour le CSA. Nathalie. 24 heures, 4 mois. Ah, magnifique, Moi, magnifique. j'hésite, hein, franchement. Donc, voilà, il y a un pouvoir de règlement différent qui existe aujourd'hui, absolument. Je voudrais juste être précis parce que Nathalie, j'apprécie beaucoup votre travail. Donc, juste pour être précis, la question qui a été résolue de manière, je crois que tout le monde a salué, par le CSA, donc sous la forme d'une médiation, c'est la question du rétablissement du signal pour un certain nombre de clients. En revanche, la question du replay, de la reprise, de la rémunération, etc., ne fait pas partie du champ de ce travail. Et cette fois-ci, ça s'est résolu. Mais ça s'est résolu aussi parce que c'était des gros acteurs dans la pièce. Quid des petits, de part et d'autre, si effectivement on reste dans une logique purement de médiation. Voilà, donc c'est pour ça que nous faisons cette proposition. Encore une fois, nous on ne veut pas zoomer sur la relation chaîne-FAI, parce que ça c'est la vision à l'instant T. Le futur c'est quoi? C'est qu'une chaîne, c'est une app. C'est une app dans un magasin d'applications. Et que de plus en plus on va aller vers la commande vocale. Peut-être que dans 10 ans il n'y a plus de télécommande. Il n'y a que de la commande vocale. Et là, le pouvoir du Amazon, Apple ou Android qui contrôle ça sera considérable. Considérable. Et donc, nos propositions veulent être tournées vers l'avenir. Donc, comme Hervé Rony, vous restez un optimiste de long terme, et on essaie de pouvoir construire une régulation un peu plus smart qui tient vraiment compte de la convergence des usages et des modèles économiques qui se remettent totalement à plat. Oui, mais je suis un optimiste accompagné de nouveaux outils. Vous avez bien noté que j'appelle à de nouvelles exceptions culturelles. Je pense qu'on ne s'est pas doté de tout l'arsenal qui permet de faire vivre nos principes d'universalité et de pluralisme. Et donc, c'est pour ça que nous appelons à ce qu'il y ait des compléments qui permettent de faire vivre ces principes. Et je crois que la loi audiovisuelle peut en être tout à fait l'opportunité. Dernière question, comment on fait pour combiner une régulation nationale avec un échelon supranational qui est l'échelon européen? Est-ce que finalement, parfois, la Commission européenne ne vous grille pas la priorité? Alors malheureusement, on aimerait bien. C'est souvent plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est difficile d'obtenir des arbitrages européens et souvent pour les obtenir, il faut commencer à faire le mauvais élève en avançant tout seul au niveau national pour mettre sous pression la Commission et les autres pays. Donc, je suis désolé d'être très trivial, mais de manière générale, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Alors néanmoins, sur la question des terminaux, donc nous sommes très heureux parce que nos idées progressent à Bruxelles. Donc nous avons émis notre rapport le 15 février dernier. Le BEREC, donc, qui est l'organe des régulateurs européens, a pris une position officielle pour dire que cette question des terminaux était préoccupante et qu'il fallait qu'elle soit monitorée, c'est le terme anglais. Et hier, oui c'est ça, mercredi, officiellement, le BEREC interpelle la Commission européenne pour lui demander de trouver une solution sur cette question des terminaux. Il y a un certain nombre de cercles de discussion qui se saisissent de cette question et il y a un amendement qui a été déposé par le shadow rapporteur, IPP, monsieur Philippe Juvin, dans le cadre du projet de règlement Platform to Business, qui étend le champ de ce règlement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour y inclure les OS, et donc potentiellement les operating systems, donc pour potentiellement commencer à mettre le pied dans la porte sur ce sujet. Merci beaucoup, Merci Sébastien absolument. Soriano. Merci.